premier sommet des chefs d'État et de gouvernement à Brazzaville intervient une année et demie après le lancement de l'initiative du Fonds bleu par le Congo à l'occasion de la COP22 à Marrakech au Maroc. Le mémorandum d'entente portant création de ce fonds a été signé par une douzaine de pays en mars 2017 en terre congolaise. Tous les dirigeants des pays concernés se proposent d'adopter une position commune pour la préservation de l'environnement, mais aussi de définir les projets dits intégrateurs de développement et de mobiliser des financements auprès des bailleurs en vue de leur réalisation. Malgré l'envergure et la complexité des défis, en ma qualité de président de la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, je ne ménagerai aucun effort dans l'application par notre zone de l'accord de Paris sur le climat. Les projets du Fonds bleu portent entre autres sur l'amélioration des voies navigables, la construction des petits barrages hydroélectriques, le renforcement des systèmes d'irrigation ou encore le développement de la pêche. Je pense en particulier à l'amélioration des voies de navigation intérieure, à l'aménagement des ports secondaires, au développement de la pêche durable, à la lutte contre la pollution des cours d'eau et au renforcement de l'irrigation dans la perspective de l'amélioration de la productivité agricole. Cette nouvelle économie de l'eau et autour de l'eau sera le moteur du développement. Nous devons ainsi innover et créer des mécanismes qui identifieront et mobiliseront les ressources financières. Il nous faut convaincre les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, publics ou privés. Le Fonds bleu entraînera nécessairement une dynamique positive, porteuse de projets capables de soutenir les économies des États membres. Une signature de nouveaux accords bilatéraux a sanctionné les échanges. La dernière visite du souverain marocain au Congo remonte à 2006. Arrivé samedi soir au Caire, Jean-Yves Le Drian a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi que son homologue Sameh Choukri et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit. Le chef de l'État égyptien et le chef de la diplomatie française ont évoqué le renforcement des relations bilatérales et les questions régionales, dont les développements sur la scène libyenne. Les deux hommes ont noté qu'un progrès relatif a été réalisé en Égypte, ce qui nécessite la tenue d'élections avant la fin de l'année. Où le processus politique doit aller de l'avant, suivant la feuille de route fixée par le représentant des Nations Unies, M. Salamé, c'est-à-dire faire en sorte que le processus électoral, qui est le processus indispensable, puisse se faire d'ici la fin de l'année. Le conflit israélo-palestinien et la guerre en Syrie ont également été évoqués lors des échanges. En outre, la question des droits de l'homme en Égypte a été soulevée. À chaque fois que je rencontre le président Sisi, je parle des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de répondre à cette même question ici même lors de mon entretien précédent. Le président Macron aussi. Nous en parlons avec clarté et avec confiance, et ça a été encore le cas assez longuement cet après-midi. Le régime du président Abdel Fattah al-Sisi est régulièrement montré du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent des violations des libertés individuelles et la répression des opposants. Lors de la visite de travail qu'elle a effectuée au siège de cette association nationale, la représentante de l'UNICEF à Bangui, Mme Christine Mouigana, a fait part de sa satisfaction pour les progrès accomplis en quelques années par l'institution. Elle a également encouragé la présidente du groupement des femmes agropastorales pour la lutte contre le VIH-Sida, GROUFEPA, Mme Tina Marguerite Touadéra, à poursuivre les actions de terrain qu'elle mène à travers son ONG pour améliorer tant soit peu les conditions d'apprentissage des enfants à l'école. Une institution nationale à forte assise au niveau communautaire, qui a une connaissance, qui a une appréciation, qui a une empathie pour la population, pour les enfants de Centrafrique, qui nous aide à nous assurer que ce que nous apportons au système éducatif correspond à la réalité des besoins et de la situation des enfants.
La visite de Mme Mouigana lui a permis d'évaluer les activités réalisées par le groupe FEPA dans le cadre de son partenariat avec l'UNICEF, des activités concernant essentiellement la distribution de matériel didactique aux écoles publiques. Ensemble, nous sommes dans la même mouvance, dans le même mouvement de nous assurer que les tables bancs, le matériel didactique, l'école, la structure de l'école elle-même, les latrines dans les écoles, les enseignants qualifiés soient là pour que le petit centrafricain, la petite centrafricaine apprennent, s'épanouissent, grandissent, contribuent au développement du pays. Madame Tina Marguerite Touadéra avait initié le 13 janvier 2018 la campagne nationale pour l'école Un élève, un table-banc, une opération citoyenne visant à collecter des fonds pour promouvoir l'école en République centrafricaine. La MINUSMA s'affirme très préoccupée par la montée de la violence dans la région de Ménaka et de ses conséquences sur la protection des civils dans un communiqué publié lundi soir. Entre le 26 et le 27 avril 2018, 2 attaques armées ont été rapportées contre les campements d'Aklaz et d'Awakassa dans la région de Ménaka. Au moins 47 personnes auraient été tuées et 2 autres auraient été blessées, affirme-t-elle. Des sources locales avaient annoncé le 27 avril la mort de plus de 40 personnes lors de ces attaques contre des Touaregs et d'Aksaak. Les circonstances de ces attaques ne sont pas encore déterminées, mais des informations indiquent qu'au moins dans le campement d'Awakassa, les personnes auraient été tuées en dehors d'une situation de combat, poursuit la MINUSMA dans son communiqué. Les attaques délibérées contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités peuvent être considérées comme crimes de guerre, a déclaré Mahamat Saleh Anadif, chef de la MINUSMA. Ces tueries se sont produites dans une zone où des djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique ont récemment subi de lourdes pertes face à la force française Barkhane et à l'armée malienne, souvent appuyée par 2 groupes armés principalement Touareg, le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié et le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA, issu de l'ex-rébellion. La MINUSMA avait par ailleurs indiqué le 12 avril avoir reçu des informations faisant état notamment d'exécutions sommaires d'au moins 95 personnes lors d'opérations anti-djihadistes menées dans la région de Ménaka depuis février par une coalition de groupes armés dont le Gatia et le MSA, les 2 groupes déjà accusés auparavant d'exactions envers les Peuls, souvent opposés par le passé aux Touaregs pour des questions de pâturage et de points d'eau, avaient rejeté ces allégations qu'elles estiment scandaleuses et honteuses. Au total, 27 militants du mouvement congolais Lutte pour le changement Lucha ont été arrêtés mardi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'un rassemblement que les autorités affirment avoir interdit. Parmi les personnes arrêtées figure Fred Boma, déjà arrêté entre mars 2015 et août 2016 pour son engagement au sein du mouvement Lucha, qui demande le départ du président Joseph Kabila et des élections libres. La police qui a procédé à leur interpellation estime que ces jeunes activistes avaient porté atteinte à l'ordre public. Ils doivent être auditionnés puis déférés devant la justice. Lucha, qui fête ses 6 ans d'existence ce 1er mai, voulait dénoncer les massacres de Congolais, notamment dans la région de Beni, au nord de Goma, dans la province du Nord Kivu, hantée par les milices armées. Les arrestations de ces militants interviennent quelques jours après une fusillade dans un quartier périphérique de Goma, une fusillade perpétrée par un groupe d'hommes qui a tiré sur la population. 7 personnes avaient été tuées et 18 blessées. Comme il est de tradition, les travailleurs nigériens ont défilé dans les rues ce 1er mai 2018 selon l'itinéraire défini par leur centrale syndicale pour commémorer la fête du travail. Une commémoration qui se tient dans un contexte de tension sur le front social. Au niveau de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, la crise scolaire figure en bonne place. Nous sommes tous conscients, aucun Nigérien ne va dire que l'école est en bonne santé. Donc au niveau de la CDTN aussi, nous souhaitons que notre école soit mieux que l'état
dans lequel elle se trouve actuellement. La fête du travail, comme chaque année, coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Occasion pour les centrales syndicales de jeter un regard sur son état dans le pays. Malheureusement, constate la Confédération nigérienne du travail, la situation est critique au Niger. Il faut qu'il y ait vraiment une liberté de presse, notamment la presse privée, pour la presse privée. Aujourd'hui, une sorte de muselage de la presse privée, nous demandons afin que nous puissions avancer, parce que nous venons d'enregistrer un recul par rapport à la liberté de presse. Nous sommes, je crois, au 3e rang. Au niveau du syndicat national des agents de douane, ce fut l'occasion de passer à la loupe la question de la loi des finances 2018 qui divise pouvoir et organisation de la société civile ainsi que l'opposition. Le syndicat soutient le gouvernement dans la mise en œuvre de cette loi. Les agents de douane sont pleinement impliqués dans cette affaire de mise en application de la loi des finances, parce que c'est une loi portant loi des finances de la République du Niger, et les agents de douane sont connus de par leur mission comme étant des agents chargés de la mobilisation des ressources. Et comme vous le savez, ces ressources-là sont extrêmement importantes pour le financement de la politique du gouvernement en matière de développement. Donc les douaniers ne peuvent pas être en laisse de ce dispositif. Nous sommes donc engagés dans le cadre de la mobilisation des ressources. À l'issue des différentes manifestations, les responsables syndicaux et représentants du gouvernement se sont retrouvés pour passer en revue les doléances des travailleurs nigériens. Leur condamnation en 2016 à la prison à vie était la plus lourde prononcée en France en relation avec les massacres de 1994 au Rwanda. Le procès en appel d'Octavien Ngenzi et Tito Baraira, deux anciens maires rwandais, poursuivis pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo en avril 1994, s'est ouverte mercredi devant les assises de Paris. Dans cette même salle d'audience, ils avaient été jugés en 2016, coupables de crimes contre l'humanité et génocide. Échapperont-ils cette fois à la prison à vie? C'est l'enjeu majeur de ce second procès qui se tient 24 ans après les faits. Oui, en réalité, c'est un procès qui recommence à zéro, puisque ce sont de nouveaux jurés, de nouveaux magistrats. En fait, nous, on n'a qu'une attente, c'est que le verdict de première instance soit confirmé dans 2 mois à la fin du procès. On ne comprendrait pas qu'on prononce un verdict différent. De cet appel, on espère de la justice française qu'elle soit indépendante, qu'elle reste indépendante dans ce sens, et qu'elle regarde réellement ce qu'a été mon père, ce qu'a fait mon père dans le cadre de la guerre et du génocide qu'il y a eu, et non pas le flou qu'on vient mettre tout autour de ces procès qui sont éminemment politiques, parce que mon père n'a rien fait. Quoi qu'il cherche, ils trouveront rien parce que mon père n'a rien fait, et ce n'est que politique, et j'insiste sur ça. Comme en 2016, les débats seront filmés pour l'histoire. Des dizaines de témoins seront entendus, venus du Rwanda ou en visioconférence. Au total, 34 victimes ou associations se sont constituées partie civile pour ce procès. Les débats sont prévus jusqu'au 6 juillet prochain. Arrêtés le 21 janvier dernier, peu après leur retour de la Guinée équatoriale, les généraux Assoumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yaya Jammeh, ont plaidé non coupables ce mercredi devant une cour martiale de Banjul, et ce, après la lecture des charges pesant contre eux. Poursuivis pour désertion de poste, les 2 généraux encourent la réclusion à perpétuité s'ils sont reconnus coupables. Lors d'une audience début avril, les avocats de la défense avaient vainement essayé de récuser la cour martiale, estimant que leurs clients ne faisaient plus partie de l'armée puisque leur salaire avait été suspendu, et ce, après leur départ du pays, et que leur équipement leur avait été retiré peu après leur retour en Gambie. Le procès avait ensuite été ajourné à 2 reprises. Mais ce mercredi, un représentant de l'État a réclamé que le procès démarre sans plus attendre, mais les avocats des prévenus ont demandé un nouveau report d'1 semaine. Leur requête a été acceptée par la Cour qui a fixé les prochaines audiences au 9 et 10 mai prochains.